Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Jouarre, en Seine-et-Marne, pour rencontrer Anne-Marie Nuiten. Il y a maintenant près de 15 ans, Anne-Marie et son mari ont fait un pari un peu fou pour l'époque, se lancer dans la production de chanvre. Cette plante est souvent associée au cannabis, ce qui lui a valu quelques difficultés pour se développer. Et pour cause, son véritable nom est Cannabis sativa, alors qu'on appelle Cannabis indica la drogue qu'on connaît tous, de nom évidemment. Elles sont donc sœurs, mais n'ont pourtant pas les mêmes propriétés. Le chanvre n'est pas psychotrope, ne crée pas de dépendance ni d'accoutumance. Cette plante est même bourrée de qualité et sert à 1001 utilisations. Très bon isolant pour les constructions, excellent complément alimentaire car plein de protéines, utile pour les soins anti-âge et relaxant juste ce qu'il faut pour ceux qui ont besoin d'adoucir angoisse ou douleur. À écouter Anne-Marie, cette plante est magique. Anne-Marie m'a très gentiment invitée à manger chez elle avec sa famille et on a passé un excellent moment. Vous le verrez, c'est une femme douce, chaleureuse et très engagée dans le monde agricole. Elle s'anime lorsqu'elle s'investit dans des projets de groupe et malgré le fait qu'elle vienne de prendre sa retraite, on sent que cet engagement lui permet de conserver, voire de cultiver, une forme de jeunesse éternelle. Bonne écoute! Bonjour Anne-Marie. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors, qui je suis ? Anne-Marie Nuiten. Je suis exploitante à Jouarre, en Seine-et-Marne, tout près de Coulommiers et pas très loin de Meaux pour situer, pas très loin non plus de Château-Thierry qui est dans l'Aisne. Et où c'est qu'on se trouve là actuellement ? Alors on se trouve, voilà, ça te fait sourire parce qu'on se trouve dans un lieu un peu étonnant. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec un joli parfum autour de nous, donc dans un champ de chanvre qui n'est autre que du cannabis, donc avec le petit parfum qu'on veut bien deviner, mais qui a juste la subtilité qu'il faut. Complètement. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation ? Combien tu as d'hectares de chanvre ? Est-ce que vous avez d'autres activités à côté ? Alors ici, une exploitation de 190 hectares à peu près en Seine-et-Marne, ce qui est une exploitation, on va dire, moyenne en Seine-et-Marne. Et en gros, on produit de 15 à 18 hectares de chanvre par an. Sachant que toutes les exploitations ne produisent pas plus que de 5 à 10% de leur sol pour le chanvre. Ouais. Donc toi, à côté, tu as du blé, je crois, de l'orge, voilà, de la betterave. Voilà, on est céréalier classique, orge, betterave, maïs. Et puis c'est tout, je crois. Et bon, on est là pour parler du chanvre. Est-ce que tu pourrais nous décrire cette plante ? Elle est très haute là. Hein. Moi, je fais 1m74 et elle me dépasse de bien 80 cm déjà là. Oui, cette année en plus c'est une bonne année parce qu'il a plu beaucoup tout ce printemps, donc elle est assez haute, elle est bien verdoyante encore, elle n'est pas tout à fait mûre. En gros cette plante elle peut aller jusqu'à 3 mètres, même 3 mètres 20, mais classiquement elle fait 2 mètres 50 et là tu vois classiquement 2 mètres 50, 2 mètres 80, c'est à peu près la taille qu'elle fait actuellement. Ouais. Et elle va être récoltée demain, je crois, c'est ça que tu me disais ? À partir de demain, la récolte se produit, elle dure environ 1 mois. Et il faudrait, pour que tout se passe bien, il faudrait qu'elle soit terminée à peu près fin septembre. Ensuite, il faut, une fois qu'elle est coupée, parce qu'on la coupe, mais ensuite il faut que la plante puisse rouir sur place, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement faire un petit passage de pluie. Donc on attend que le météo soit... Rouir, c'est vraiment le fait de la laisser au sol ? Sécher, oui, prendre l'eau. C'est ça, c'est une opération biologique qui se fait naturellement sous l'effet de l'eau et il y a donc une dégradation de la partie de la tige qui se fait et qui permet de défibrer le bois de la tige. Et c'est ça l'opération qui est réalisée justement dans notre usine dont on va parler. Et donc une fois qu'on l'a coupée, on est obligé d'attendre un petit passage de pluie, c'est impératif pour que l'usinage se fasse correctement. Et puis ensuite, on la presse et puis ensuite on la stocke dans les exploitations.
Et ensuite, elle est livrée au moment où elle sera usinée à Planète Chanvre. Ouais, très bien. Et alors, c'est quoi les grandes utilisations du chanvre? Parce qu'on en parlera, on connaît tous le chanvre parce qu'on l'associe au cannabis. C'est d'ailleurs une forme de cannabis, on y reviendra plus tard. Mais on l'utilise à quoi, le chanvre? Alors, le chanvre, c'est vraiment un cannabis. Celui-ci, c'est le cannabis sativa. C'est une variété spéciale qui est destinée à l'utilisation industrielle. Et celui-ci, et la raison pour laquelle nous, à Planète Chanvre, on produit du chanvre, c'est pour l'utilisation, en principe, pour l'utilisation en construction. Et donc, c'est justement le bois dont je parlais tout à l'heure, le bois qui est la chènevotte, la partie bois de la tige qui est la chènevotte, qui sera mélangée à la chaux et qui fera des bétons de chanvre, qui sera destiné justement à faire de la construction. Ça peut aussi faire de l'isolation, je crois. Alors, avec la fibre, justement, on peut aussi isoler. Mais en soi, le béton de chanvre est un isolant. Ah, d'accord. Et la fibre, tout particulièrement, on peut faire des laines de chanvre avec la fibre, bien sûr. Et en dehors de cela, on peut faire énormément de choses avec le chanvre. Mais si on en reste pour l'instant à la tige, on peut faire aussi des litières pour les chevaux et aussi du paillage pour l'horticulture. Et vous le plantez au mois de mai, c'est ça? Plutôt 15 avril. On le sème. On le sème. C'est la graine qu'on sème au mois d'avril. Et puis, donc, en gros, on le récolte. Alors, tu vois, les graines se trouvent en haut de la tige, donc dans l'inflorescence que tu vois là. Ouais, je mettrai des photos pour nos auditeurs sur Instagram et Facebook. Et voilà, donc tu vois qu'ici, on a les feuilles les feuilles qui sont magnifiques, qui sont des feuilles très élégantes, ce qui donne l'élégance justement à cette plante du chanvre. Et puis, tout au long de au cours de l'inflorescence, tu as un certain nombre de graines que tu vois. Et tu vois la particularité du chanvre, tu vois, il y en a qui sont mûres, qui sont brunes, marron, et puis d'autres tout en bout qui ne sont pas encore mûres. Alors, l'astuce de l'industriel que nous sommes, enfin l'astuce ou la nécessité plutôt, c'est de pouvoir récolter à l'optimum. On en perdra de toute façon un petit peu, celles qui ont déjà pas les mêmes niveaux de maturité. C'est ça. Donc on va essayer de récolter au moment où la majeure partie des graines seront récoltables. Et ça s'appelle le chènevis. Avec le chènevis aussi, on fait énormément il y a énormément d'applications qui sont liées au chènevis et qui se distinguent de la récolte de la fibre. Donc pour nous, on a deux formes de revenus. On a la tige, mais le chènevis aussi. Et le reste au sol et puis ce sera dégradé pour amender le sol pour l'année suivante. Et je crois que le chanvre sert aussi à faire de l'alimentation, des cosmétiques. Alors justement, c'est avec cette partie de la graine qu'on fait de l'alimentation et des cosmétiques et que l'on fait un certain nombre de choses. Donc on aura ultérieurement et on espère bientôt des utilisations médicales qui seront autorisées dans nos régions. Pour l'instant, elles ne sont pas autorisées dans tous les pays, mais voilà, on y va. Et je crois que la graine a plus de protéines que le soja. Que pour les sportifs et tout ça, c'est très recommandé. Si tu voulais avoir des remarques négatives sur le chanvre, il ne fallait pas venir me voir. Ça, j'avais bien compris. On a mangé ensemble avant avec Anne-Marie et on ne touche pas au chanvre. Non, mais elle a toutes les qualités. Pour les huiles, elle est supérieure à beaucoup d'huiles. Et puis pour la cosmétique, elle a des particularités, en particulier justement celle de bien rentrer dans la peau. Et donc, elle est utilisée avec à bon escient plutôt, dans de nombreux domaines. Et alors, c'est quoi l'intérêt pour un agriculteur d'intégrer du chanvre sur son exploitation? Quels sont les avantages au niveau de la production Alors, l'intérêt, il est essentiellement agronomique. Alors, tu vois cette plante qui est très haute, on peut considérer qu'elle a une racine qui est pivotante et qui est quasiment aussi profonde qu'elle n'est haute. Et donc, naturellement, elle déstructure le sol et l'implantation d'un chanvre confère des rendements supérieurs logiquement aux céréales qui arrivent derrière le chanvre. Donc au niveau de l'assolement, le chanvre est très bénéfique. Mais de toute façon, il y a un bémol, on ne peut pas mettre du chanvre partout. Pour planter du chanvre, il faut nécessairement une chanvrière pas très loin. Et donc là, pour le coup, on peut compter une petite dizaine de chanvrières en France. La chanvrière, c'est le fait de transformer le chanvre c'est ça, c'est l'usine. Le vendre. Voilà, c'est l'usine de chanvre, l'usine qui travaille le chanvre qui s'appelle la chanvrière.
chanvrière. Mais si tu n'as pas de chanvrière, nous, on a sur notre site de Planète Chanvre, on a des agriculteurs qui nous disent j'ai entendu parler des bienfaits du chanvre au niveau agronomique, mais je veux en planter. Mais oui, mais si vous habitez à 200 km ou à 300 km, c'est juste impossible. Sauf de faire comme nous et de créer une usine. Sa propre usine. C'est ça. Et je crois qu'un autre des avantages, c'est que ça demande très peu d'intervention de l'homme aussi. Alors, très peu d'intervention de l'homme et très peu d'apport, rien du tout d'ailleurs. Une fois qu'elle est semée, la graine pousse et par définition, là, tu vois, on est dans le champ, par définition, elle étouffe les mauvaises herbes. Et donc, en soi, elle n'a pas besoin d'herbicides. Ensuite, elle n'a pas besoin d'engrais. Et puis, c'est une plante qui n'a pas besoin d'eau. C'est une plante qui poussait partout. Pas besoin d'eau, t'as dit. J'ai dit pas besoin d'eau. Ouais, oui, c'est important. Parce que tu l'as dit vite, mais n'empêche qu'avec les sécheresses... oui, pas besoin d'eau. Dans toutes les régions, cette plante qui va chercher son eau, comme je le disais, très loin dans le sol, elle se satisfait à elle-même. Et du coup, j'ai vu que ça pouvait être très pratique pour des agriculteurs qui voulaient être en bio, puisque d'intégrer le chanvre dans les rotations de culture, justement, ça permettait de tuer ces mauvaises herbes sans utiliser de pesticides. Oui, le chanvre, c'est une plante qui est courue par les bio pour cette raison-là. Bon, écoute, je te propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur, parce que bon, c'est pas qu'on n'est pas bien entouré de chanvre, mais nous aussi, ça va nous étouffer. Et puis comme ça, on parlera effectivement aussi de la ressemblance avec le cannabis, de pourquoi cette ressemblance, elle a freiné le développement du chanvre. Et puis, j'aimerais parler de la succession aussi avec toi, puisque on l'a pas dit là, mais tu es à la retraite, ton fils reprend l'exploitation. Avec plaisir. Et tu vois, le soleil se pointe, c'est sympa. Oui, carrément. À de suite. Bon, nous voilà revenus à l'intérieur, on est dans ton bureau. Alors, on a bien compris que le chanvre, c'était hyper utile pour la construction, l'isolation, l'alimentation, les cosmétiques. Mais du coup, on se dit pourquoi on l'a pas cultivé plus tôt finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a freiné l'expansion du chanvre? Déjà, quand on s'intéresse au chanvre, on se rend compte que il a toujours été cultivé, mais c'est depuis des millénaires. Et on retrouve des traces de production de chanvre et d'utilisation du chanvre vraiment depuis de nombreux siècles, voire millénaires. Et le chanvre était cultivé de façon relativement autarcique, un peu partout sur le globe, et particulièrement en France, un peu partout en France. En particulier quand même sur les bordures de mer, de l'océan, pour la bonne raison qu'il était d'abord utile pour la construction des toiles pour les voiles, voilà, et des cordages qui étaient très utilisés donc dans la batellerie. Ensuite, au niveau rural, eh bien pareil, il fallait des ficelles, des cordages, et donc toutes les régions ont ici ou là, des parcelles qui s'appellent le chanvre ou, par exemple, ce qui s'appelle chènevière. Les chènevières, il y a beaucoup de noms qui sont à base des déclinaisons du chènevis. Le chènevis étant, j'en ai parlé tout à l'heure, le chènevis étant la graine du chanvre. Et donc, on en trouve un petit peu partout. Et il se trouve qu'en fin du 19e siècle et début du 20e siècle, le chanvre a pris vraiment un grand essor et était promu à un grand avenir. Mais hélas, parallèlement, il est devenu concurrent avec le cannabis, qui lui, psychotrope, a fait beaucoup de dégâts. Et c'est d'abord aux États-Unis qu'on a eu la prohibition de l'utilisation et donc de la production du chanvre, mais pratiquement du jour au lendemain. Si bien que globalement, en Europe aussi, la production de chanvre a baissé. Et on a trouvé des tas de substituts, par exemple, pour tous les tissus qui étaient faits en chanvre. Est arrivé simultanément le nylon. Tous les dérivés de tissus qui sont faits à base de pétrole. Et on a vu la disparition totale, sauf pour la papeterie. Et là, justement, la France restait premier producteur de papeterie à base de chanvre, parce qu'il y a une grande chanvrière qui en produisait toujours. Mais ailleurs, tout avait disparu et progressivement, ça renaît parce qu'on a su distinguer les propriétés industrielles du chanvre. Enfin, plutôt, on a dû distinguer le chanvre industriel du chanvre qui est psychotrope et qui est à utilisation... Parce que tu l'as dit, en fait, le chanvre, c'est aussi appelé cannabis sativa. Le cannabis qu'on connaît, nous, grand public, c'est le cannabis syndica. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui crée la confusion. C'est ça. Mais alors,
Bon, on va les appeler pour faciliter le cannabis et le chanvre, même si on a compris que les deux étaient les cannabis, mais même pour l'auditeur, pour que ça soit plus clair, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est la teneur en THC, cette molécule qui est psychotrope et qui crée de la dépendance dans le cannabis classique qu'on connaît? Tu as tout dit. La différence entre les deux variétés, c'est que la variété industrielle ne produit ne doit pas plutôt comporter plus que 0,2% de THC au total, alors que dans les plantes, dans les cannabis psychotropes, c'est 13 à 15%. Et la différence, du coup, c'est la semence, c'est la graine, qui sont des graines différentes entre les deux? Les graines, forcément, comme toute variété, il y a des graines de cannabis sativa, qui est la nôtre, et toutes les graines de chanvre sativa qui sont semées en France sont contrôlées par une seule coopérative. D'accord. Et alors, c'était ma question d'après, les contrôles, parce que quand on est allé dans le champ, ça a quand même toute l'apparence du cannabis, ça a une odeur qui est très similaire au cannabis. Rien ne vous empêcherait au milieu du champ de chanvre de mettre quelques pieds de cannabis et de faire un peu de commerce illégal. Vous êtes contrôlé pour ça? Alors, effectivement, nous sommes contrôlés et régulièrement chaque année, c'est énorme. Nous sommes contrôlés jusqu'à hauteur de 30% de notre production. Ça veut dire que, par exemple, sur les 1000 hectares que comporte notre bassin de production, donc de réimplantation, on n'en a pas parlé encore, mais on a réintroduit le chanvre et on va jusqu'à 1000 hectares de production dans le secteur. Eh bien, 30%, ça veut dire 300 hectares, sont contrôlés chaque année. C'est-à-dire que des contrôleurs viennent à notre insu, traversent nos champs, font des prélèvements et vérifient si notre chanvre est bien légal ou illégal. Et ça, on ne le sait pas. Ah oui, d'accord. On sait que ça se fait, mais on ne sait pas quand. Donc, on peut... Mais ils viennent se présenter avant d'aller... Non, mais alors... je ne connais pas trop les modalités. Effectivement, normalement, personne ne doit rentrer dans les... Mais je ne sais pas, il doit y avoir une modalité qui fait qu'ils ont l'autorisation. C'est une perquisition, presque. Oui, mais nous, ça ne nous dérange pas. On préfère fonctionner comme ça et avoir l'assurance que ce contrôle est fait et pour nous garantir, nous, la possibilité de continuer à produire notre chanvre industrielle. Et alors, ça m'amène à la question de l'auditeur qui est sur Twitter, Xakan_, qui te demande, est-ce que des fois, tu t'en fais voler par des gens qui pensent que c'est du cannabis? Alors qu'ils vont cueillir des... Oui, alors ça, c'est une petite anecdote qu'on a l'habitude de raconter. Lorsqu'on a réintroduit cette plante, il a fallu faire des essais et dans un premier temps, on a semé 20 arts. Donc c'est très très peu, c'est un grand jardin. Bon, c'est un grand jardin quand même, mais c'est un grand jardin. L'année d'après, on a fait 1,5 hectare. Enfin, on a multiplié en gros par 10 chaque année, sur 3 ou 4 ans pour se réhabituer, pour prendre contact avec cette plante et pouvoir la cultiver. Et dans les premières années, donc, les expériences se faisaient juste à côté, ici, de notre exploitation. Et on a vu plein de mobylettes passer et s'arrêter, cueillir un petit morceau de cannabis. Mais ils ne revenaient jamais, tu sais pourquoi? Ils ne devaient pas trouver ça très efficace quand ils le fumaient. Et puis surtout, ça leur donnait un mal de crâne terrible, donc ils ne revenaient jamais. Et donc ça s'est produit effectivement, et dans toutes les exploitations des chanvriers qui font partie des producteurs, approvisionneurs de notre usine, ça s'est produit, mais maintenant c'est fini, c'est terminé. Ouais. Et alors, est-ce qu'au démarrage, tu as quand même des démarches administratives à faire? Tu dois te déclarer à la police pour dire que tu as du champ de chanvre, que c'est du chanvre, que... Non, mais tout se fait par le biais de la coopérative et des instances. D'accord. On a des organismes nationaux avec Interchanvre en particulier qui gèrent l'ensemble mais toutes nos productions sont déclarées effectivement. Et au niveau de la PAC, nous sommes déclarés aussi en tant que producteurs de chanvre. Et régulièrement, la région nous questionne pour savoir combien d'hectares sont plantés dans notre région, etc. Et alors, pour clôturer ce passage sur la ressemblance avec le cannabis, on va finir d'embrouiller tout le monde. Il y a aussi le CBD, qui est très à la mode, qui est une molécule active qu'il y a dans le cannabis, quelle que soit l'espèce, que ce soit le sativa ou le syndica. Alors, c'est quoi le CBD? Ça devient de plus en plus à la mode. Pourquoi? Alors le CBD, c'est en effet une autre molécule qui est présente dans toutes les variétés, comme tu le dis. Dans le nôtre aussi. Pour l'instant, la production de CBD, c'est vraiment en cours et tout est en train de changer ces temps-ci. C'est en cours. L'approvisionnement pouvait se faire
uniquement dans les pays étrangers, mais la vente pouvait se faire quand même en France. Donc nous, on râle bien sûr parce qu'on dit, voilà, nous, on peut aussi très bien, dans les limites d'une production organisée, le produire et le mettre en vente. Alors nous, on croit quand même beaucoup au CBD pour des raisons, enfin pour des utilisations futures médicales. Et je pense qu'un jour, on réussira à trouver des ententes pour pouvoir le produire, mais ce n'est pas encore le cas, véritablement. Parce qu'en fait, donc on l'a dit, c'est une molécule au même titre que le THC. Le THC, lui, qui est psychotrope, qui fait du cannabis, ce qu'on connaît avec les effets qu'on connaît ou pas, puisque évidemment, personne n'a jamais fumé. En tout cas, il ne faut pas le dire. Mais le CBD aurait les avantages du cannabis classique sans les inconvénients de dépendance et d'accoutumance. Oui, il ne faut pas comparer le CBD et le THC. Le THC a vraiment cette propriété psychotrope et donc d'évasion mentale, alors que je te dis le THC, pardon, oui. Le THC, alors que le CBD aura une utilisation beaucoup plus rationnelle. Concrètement en médecine, voire en diététique. Mais elle sera rationnelle et puis contrôlée, mais ce ne sera pas uniquement pour s'évader. Alors, tu sais que je prends mes interviews très à cœur, donc je suis allée dans une boutique de CBD à Dax et j'ai été impressionnée en faisant ma recherche, c'est que en fait, dans Dax, qui est une ville, je ne vais pas faire offense à Dax, mais qui reste une ville moyenne, il y a quand même déjà 5 magasins qui ont poussé, c'est vraiment une molécule d'avenir, en tout cas, il y a certaines personnes qui y croient fort. Alors, je placerai cette explosion-là, mais dans le cadre de toutes les promesses que fait la plante chanvre en règle générale. Le chanvre il a été prometteur depuis la nuit des temps et il restera prometteur. Et c'est dommage, il y a eu une cassure dans sa production, mais on retrouvera un certain nombre de propriétés qui serviront, alors y compris en médical. Maintenant, effectivement, cet engouement, est-ce qu'il va se calmer? Est-ce qu'eux-mêmes se feront concurrence entre eux? Parce que quand même, il faut... Pour l'instant, c'est un produit qui est cher. Hein. Le CBD, ça reste un produit un petit peu cher pour l'instant. Oui, du coup, parce que je suis allée jusqu'au bout pour tester le truc, et effectivement, une huile, mais je ne sais plus combien de millilitres ça fait, mais en tout cas, pour aider au sommeil et tout ça, c'était 30 €. C'est ça. C'est petit, hein. C'est en millilitres de ce dont tu parles. Donc effectivement, ça a un certain prix. Et alors, comment ça s'est passé? Alors, on a parlé un peu de Planète Chanvre. Pourquoi? Donc, c'est une usine de transformation du chanvre. Pourquoi vous avez fait ce choix de lancer cette usine et comment ça s'est passé? Alors voilà, c'est une démarche territoriale au départ. Ça n'a pas été, c'est venu de façon progressive et c'est pas nous qui avons eu véritablement l'idée. Les agriculteurs faisaient partie d'un pool de réflexion au niveau de plusieurs cantons locaux. Et l'idée qui avait abouti était de redynamiser le secteur au niveau économique sur la base de construction écologique. Et est arrivée cette idée qu'on pouvait créer des bâtiments et construire à partir de chanvre, ce que j'ai trouvé totalement saugrenu tout au départ. Et du coup, cet architecte, en l'occurrence, qui avait émis cette idée, que j'ai regardée de façon très, très bizarre au début, et puis, je le redis avec vraiment plaisir et même affection, c'est devenu notre ami. Et cet architecte, il nous disait qu'on pouvait construire des maisons avec du chanvre. Donc je pensais qu'il en avait un peu fumé au départ, mais non, en fait, il nous a emmenés progressivement dans cette idée. Et ce grand projet qui était un projet territorial qui mettait autour de la table des constructeurs, des maçons, des écoles, voilà, c'est progressivement a vu le jour. Et au final, il se trouve que la seule réalisation concrète, on peut le dire au bout de quelques années, la seule réalisation concrète de ce premier projet, parce qu'il a donc été déplacé ensuite le projet, mais de ce premier projet, c'est les agriculteurs qui l'ont mis en place. Donc, sur la base de cette démarche initiée plutôt par le territoire, nous, les agriculteurs, nous nous sommes concertés, nous avons opéré quelques expérimentations au départ. On a vu qu'il était tout à fait possible, bien sûr, de réintroduire cette plante, et il n'y avait aucune raison puisqu'on en produisait autrefois. Et puis ensuite, on a imaginé possible la création d'une usine parce qu'il fallait bien défibrer, comme je disais tout à l'heure.
c'est bien de produire du chanvre, mais il faut nécessairement une chanvrière pour produire du chanvre. Sinon, on ne peut pas le transformer. Et du coup, on a imaginé possible. Le territoire, encore à cette époque, nous a aidé à faire une étude de marché qui a conclu que oui, effectivement, le matériau était demandé. Et donc là, on a mis en place cette usine avec beaucoup de mal, hein, beaucoup de... Oui, on a quand même peiné, hein, c'est compliqué. On était, après avoir essayé de regrouper des agriculteurs, nous avons été 8 exploitations à créer cette démarche, mis notre argent privé. Et puis construit cette usine, voilà, avec des présidents qui se sont succédés. Mon mari ayant été le premier, était d'ailleurs l'initiateur avec un autre voisin qui lui-même avait déjà produit du chanvre lorsqu'il était dans l'Aube. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu dis, oui, c'était pas trop notre idée, mais je crois que toi et ton mari, quand même, vous avez été précurseurs là-dessus. Et tu me disais à table, mon mari, il le dit pas, mais il est un peu exceptionnel. Ah, mais il est tout à fait exceptionnel parce que c'est mon mari. Mais pas exceptionnel qu'au niveau du chanvre, je dirais. Oui, pour le chanvre, mais surtout pas que lui, parce que il fallait vraiment un pool d'agriculteurs et très motivés. Et alors là, je le dis avec énormément de plaisir, parce que franchement, ça a été une aventure de notre vie à tous les deux, mais vraiment une aventure de créer ce groupe et d'avoir un groupe totalement uni, soudé, dans l'action. Dans la réflexion d'abord, dans l'action d'autre part, et puis dans le financement. Donc il fallait aller au bout des 3 choses pour créer une usine. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Voilà. Alors là, après, c'était une histoire complexe au niveau technique. Ils ont pu racheter, enfin ils sont allés, je dis ils, parce que là, moi, pour le coup, autant du point de vue de l'animation, pour la mise en place des groupes, tout ça, mais en l'occurrence, acheter une usine, c'était compliqué. Ils ont pu racheter une usine d'occasion allemande. Et puis Planète Chanvre s'est construit de cette manière-là. On a racheté une usine allemande qui elle-même fonctionnait bien, mais avait des soucis d'approvisionnement puisqu'elle allait jusqu'à 600 km pour être approvisionnée. Alors que nous, notre postulat de départ, c'était de s'implanter localement et de pouvoir être approvisionné dans un rayon jamais supérieur à 30 km. Et en fait, c'est ce qui se passe, sauf 2 petits bassins, un vers Provins et un vers Melun, on va dire, en direction de Melun. Mais sinon, notre production est très locale. Vous êtes 8 exploitations à être associées à l'origine du projet, mais il y a 100 agriculteurs, une centaine d'agriculteurs fournisseurs. C'est ça que je vois, il y a chez qui vous récupérez le chanvre pour le transformer. C'est exactement ça. On est 8 exploitations, 12 associés. Et puis... Dont 3 chez toi. Oui, ton mari, toi, ton fils. Mais bon, je veux pas. Non, faut pas focaliser sur nous. Chacun a apporté sa pierre, avait sa fonction, et du coup, tout le monde a trouvé. Il y avait un qui était un peu plus mécanicien, un qui était un peu plus agronome, un qui était un peu plus. Et donc, chacun a donné sa pierre, et on a travaillé en bénévolat. Aujourd'hui encore, nous travaillons en bénévolat, et donc non, il a fallu vraiment donner de soi-même, mais on a poursuivi dans la bonne humeur malgré certaines difficultés parfois ça a dû être dur, parce que vous êtes 12, c'est beaucoup quand même pour se mettre d'accord, pour faire accoucher le projet. Oui, mais ça a été voie unique, pratiquement tout le temps, voilà, avec des arguments ici ou là, mais pourtant, plutôt, il y a eu des choix très compliqués, parfois très, très difficiles, et avec, encore une fois, avec de l'argent à mettre au bout. Donc, il fallait bien s'entendre, mais c'est ce qui était le plus savoureux et le plus exaltant dans cette affaire-là, c'était la vie de groupe. Vous avez ce projet-là qui vous permet de transformer le chanvre pour de l'isolation. Voilà. Et ensuite, je crois que vous avez trouvé un autre débouché en faisant une autre association avec un autre corps de métier. Tu peux nous raconter ? Sauf que pour cette deuxième transformation que nous appelions de nos voeux, parce qu'il faut toujours progresser, là, nous ne sommes pas seuls. On s'est associés avec des charpentiers, un architecte, le même architecte, qui est devenu d'ailleurs président de cette nouvelle structure dont je vais parler, qui s'appelle Wallup, et qui est une usine de préfabrication de murs en béton de chanvre, qui est la seule pour l'instant, donc la première en France. Et là aussi, c'était un pari, parce qu'on est quand même dans un bassin de consommation potentielle qui est énorme, l'Île-de-France.
et aussi un bassin de production maintenant, parce que nous, on pourrait éventuellement multiplier les hectares produits. Sachant que c'est bien de multiplier les hectares produits, mais il faut pouvoir les transformer et puis les vendre quand même. Mais donc, on a créé en association avec ces personnes, et des charpentiers, je crois, je l'ai dit, Oui. des charpentiers, des maçons, charpentiers, maçons, architectes et nous, et des chanvriers. Donc, on a créé Wallup. C'est un jeune de 22 ans là qui guide ça, c'est ça. Ah oui. Et qu'on comprenne bien, du coup, il fait donc, tu as dit, des murs préfabriqués, donc à base de chaux et de chanvre. Ça fait des murs préfaits. Et comme ça, les constructions après vont très vite. Il apporte les murs, c'est monté. Tu me disais, le temps qu'on livre le chanvre, presque les constructions sont montées. Voilà, alors là, j'ai un petit peu. Il fait rien, ce monsieur. J'ai un petit peu exagéré. Alors oui, le jeune Arthur Cordelier qui dirige cette nouvelle usine est quelqu'un d'assez formidable, mais donc son président également. Il y a une grande implication de Planète Chambre et puis des maçons. Enfin, tout le monde a œuvré de façon à mettre en place cette usine. La région y croit, les locaux y croient. Voilà, c'est maintenant une belle réalisation. Elle a été inaugurée au mois de mai, donc maintenant ça marche. Et maintenant, j'aimerais parler un peu de toi. Pourquoi c'est dur pour un agriculteur de prendre sa retraite ? En tout cas, pourquoi pour toi c'est difficile ? Alors, difficile, je ne sais pas si c'est le mot, c'est douloureux, mais difficile, non, ça se fait tout seul, puisque normalement, on va vers moins de travail. La douleur, la douleur, on ne la comprend que quand on la vit. D'ailleurs, je crois que c'est vrai pour toute douleur. Mais à vrai dire, dans ma vie professionnelle, puisque j'ai fait un peu de coaching, j'ai remarqué que ces gens qui passaient à la retraite avaient bien du mal, puisque j'ai côtoyé beaucoup d'agriculteurs par mon métier, on va dire, et mes engagements aussi. Je ne comprenais pas pourquoi, justement, l'agriculteur souffrait un petit peu de devoir passer dans une vie un peu moins laborieuse. Et ben, je ne l'ai compris que quand j'ai dû y passer. Donc maintenant, c'est Antoine, notre fils, qui a repris l'exploitation. Et j'aurais tendance à penser que son exploitation reste encore un peu la mienne et la nôtre, parce que de toute façon, on a fonctionné en famille et en couple d'agriculteurs depuis tout le temps avec mon mari. Ensuite, avec notre fils depuis déjà 7-8 ans. Il a pris une partie de l'exploitation il y a 4 ans, il y a 5 ans, la deuxième partie récemment. Donc maintenant, c'est lui qui est complètement agriculteur. Je vais m'y faire, ne t'inquiète pas, je vais m'y faire, mais c'est un peu douloureux parce que les terres qu'on a cultivées, ça reste un peu les nôtres. Et puis aussi, on a envie qu'ils réussissent. Et puis, c'est pas facile. Nous, je pense qu'on a eu notre lot de difficultés en tant qu'agriculteur, dans notre vie d'agriculteur. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des difficultés qui sont un peu plus prégnante, enfin, et je souhaite de tout mon cœur qu'ils réussissent jusqu'au bout et que ses enfants continueront. Et voilà, c'est un morceau de la chaîne. Ouais. C'est quoi qui te semble le plus difficile pour un agriculteur d'aujourd'hui par rapport à toi quand tu travaillais ? Là, c'est très probablement d'abord la non-stabilité des revenus. Il y a toujours eu de moins en moins de stabilité des revenus, sachant que je ne parle pas de l'instabilité météorologique. Et celle-ci ne s'inscrivant pas dans le changement climatique. On est bien d'accord. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui était paysan, avait de toute façon des difficultés météorologiques. Mais on savait que sur 5 ans, en gros, on disait, c'est un peu un adage, on disait il y avait une année mauvaise, une bonne année et 3 moyennes. Donc sur 5 ans ou sur 10 ans, en gros, un agriculteur savait à peu près, parce que le prix était fixe ou très légèrement montant ou légèrement descendant, sauf dans les périodes difficiles de 36, entre 29 et 36, c'était compliqué. Bon, mais globalement, c'était connu. Tandis que depuis 2008, la volatilité des prix fait qu'un agriculteur ne sait jamais combien il va gagner. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Parce qu'on sait toujours combien... Enfin, on sait à peu près la courbe des prix des intrants. Et ça, on sait que c'est de toute façon toujours un peu en augmentation. Bon, alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est les contraintes environnementales et la mentalité qui se déplace, la mentalité du citoyen ou du consommateur qui se déplace. Mais le citoyen ou le consommateur qui est loin de nous, celui qui est proche de nous, il est sympathique. Celui qui est loin de nous, il peut être assez agressif, mauvais... et pas toujours très juste vis-à-vis de l'agriculteur.
C'est ce qui t'a poussé à t'impliquer dans des associations comme France Agri-Tweetos, qui est une association d'agriculteurs sur Twitter pour prendre la parole et communiquer positivement sur l'agriculture? Alors, ce qui m'a poussée à France Agri-Tweetos, c'est aussi, je fais le lien avec juste ce dont on parlait juste avant. J'ai quitté toutes mes fonctions d'engagement, la chambre, la Fédé, etc., presque en même temps, puisque j'arrivais à l'âge où il faut donner la main aux autres, et puis c'était logique. J'ai aussi arrêté le Césaire, puisque j'étais conseillère au Césaire un certain nombre d'années. Et du coup, j'ai commencé à tweeter et puis voilà, j'ai pu rentrer, j'étais cooptée dans cette organisation de jeunes, j'ai honte parce que j'ai honte, ils sont tous des trentenaires ou des quarantenaires, ou des quadras, mais bon, je suis bien avec eux, tant qu'ils m'acceptent et qu'ils ne me prennent pas pour une vieille grand-mère, et ben, je continuerai avec eux. J'apprécie énormément de faire ce travail, cette démarche de communication positive et de se forcer à le faire parce que c'est très important pour notre milieu de communiquer. Ça, c'est pas inné dans notre milieu. Et en plus, c'est pas si évident de communiquer toujours positivement parce que devant l'agressivité, la première réponse, c'est souvent le premier réflexe, c'est l'agressivité. Et il faut pas. Et donc là, j'ai beaucoup appris avec eux. Et j'en reviens un peu sur la prise de retraite aussi. Est-ce que c'est pas plus difficile pour un agriculteur qu'une autre profession? Parce que finalement, tu vis sur l'exploitation. Donc les champs, là, on les voit par la fenêtre, quoi. Donc est-ce que ça rajoute pas une difficulté pour couper? Oui, mais ça, c'est à mettre en parallèle avec une spécificité du milieu agricole où il y a une confusion de beaucoup de choses. Il y a une confusion des temps, des lieux et des personnes. On est sur le même lieu de l'exploitation la plupart du temps, bien sûr. Pas tous les agriculteurs habitent sur l'exploitation, mais le plus possible, on habite sur l'exploitation. Donc, quand on sort de chez soi, ou même quand on est dans la cuisine, ou quand on est même dans le salon en ouvrant son courrier, par exemple, si on l'ouvre dans le salon, eh bien, on peut ouvrir un courrier personnel et un courrier de l'exploitation. Donc, il y a confusion du temps aussi, parce que le temps, on peut passer d'une activité pro à une activité perso dans la même, et ce, à plusieurs reprises dans la même journée. Ça n'arrive pas chez les autres. Chez les autres, en principe, on va travailler et on revient. Alors, on est chez soi, on va travailler, on revient, on n'était pas chez soi et on revient chez soi. Chez nous, non. On est toujours imbriqués, même en vacances. Avec les portables, ça c'est vrai pour tout le monde, même en vacances, on peut être en connexion avec son exploitation. Voilà. Et puis les personnes aussi, on est donc c'est un peu difficile, mais c'est vrai dans la vie professionnelle aussi, cette confusion des temps et des lieux. Et est-ce que ton fils, pour lui, ça a été évident de reprendre? Et est-ce que c'est un point fort pour lui de vous avoir à côté, ou est-ce que des fois il aimerait bien être plus autonome là dans la reprise de l'exploitation? Je pense que c'est un avantage, mais j'aimerais bien en fait que ce soit lui qui réponde à cette question. Globalement, je pense que c'est un avantage parce que il a quand même une main-d'œuvre qualifiée, compétente et puis bienveillante. Et pas cher. Et pas cher à disposition. Donc la transmission, la transmission de l'exploitation du point de vue technique s'est faite très progressivement depuis plusieurs années. Patrick, mon mari, ayant lâché prise sur les grandes décisions depuis un certain temps. Du coup, Antoine manage cette exploitation depuis un certain temps. Tout ça s'est fait totalement correctement, avec de la bonne humeur et beaucoup d'affection, donc ils s'entendent bien. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, mon mari donne des coups de main, mais c'est peut-être en contrepartie de coups de main qui ont été donnés par nos fils, puisque on m'a fait la réflexion il y a peu de temps. C'est vrai que quand nos enfants travaillaient, on les exploitait, mais aujourd'hui, on se fait exploiter un petit peu par notre fils. Mais en fait, c'est pas très grave. Retour d'ascenseur. C'est pas très grave parce que je te parlais de mes difficultés, telles que je les ressentais à transmettre l'exploitation et à se dire maintenant je suis en retraite et je suis un petit peu les pattes dans le vide par rapport à tout ce que j'ai pu donner. Et puis moi, ma passion, c'est l'agriculture. Donc voilà, c'était pour Patrick, c'est pareil. Donc voilà, il est finalement très content. Il dit je suis en retraite, mais il est très content d'aller aider son fils. Et ça m'amène à la minute économie du podcast.
Comment on fait pour transmettre son patrimoine sans perdre de valeur? Est-ce que c'est faisable ou est-ce que dans la transmission de l'héritage, finalement, qu'est l'exploitation, il y a forcément de la perdition de valeur à un moment? La réponse est oui, il y a forcément de la déperdition de valeur. Pour notre cas, donc nous avons 3 fils et nos 3 fils étaient, bien sûr, celui qui était concerné était dans le lot, mais les 2 autres étaient totalement au courant de ce que nous faisions. Il est évident que si nous avions dû ou pu, mais je dis dû parce que nous préférions nettement avoir un successeur. Mais si on avait dû céder à un étranger, ce qu'on est un étranger, un non familial, et il est évident que nous aurions cédé l'exploitation un peu plus cher, voire bien plus cher, voire beaucoup plus cher. Mais c'est pas le sujet en agriculture. Enfin, en tout cas, quand on est exploitant, on sait qu'on est un maillon de la chaîne. À un moment donné, on a pris les choses en main parce que nos parents, même si nous, on n'a été ni l'un ni l'autre successeurs de nos parents, mais on n'est qu'un maillon de la chaîne et on se doit quasiment de transmettre à un autre maillon, même si c'est d'ailleurs un étranger. Donc, pour nous, c'est pas un souci de ne pas avoir cédé un prix qui se pratique hors cadre familial. Et ben, je vais maintenant passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi d'être agricultrice? Alors, j'ai bien réfléchi, puisque je connais tes podcasts, j'ai bien réfléchi à cette question. Et je ne sais pas si c'est de la fierté, j'ai du bonheur et de l'émotion. Alors, j'ai des émotions, par exemple, tu vois, nous sommes dans une famille d'agriculteurs et récemment, je circulais dans le sud de la France avec mon petit-fils qui pas particulièrement sera agriculteur, je sais pas, mais bon, peut-être pas, en tout cas, peut-être pas lui. Et il regardait par la vitre de la voiture et il me disait « Regarde, le blé, il est tout noir. » Or, c'est quand même dingue de pouvoir, à 8 ans, reconnaître un blé noir. Donc, il était fusarié, puisqu'il y a eu beaucoup d'eau dans le sud en particulier. Ils ne pouvaient pas faire leur moisson correctement. Nous, à cette même époque, notre blé n'était pas mûr, donc il n'était pas moissonné. Mais là-bas, dans le sud-ouest, il aurait dû être moissonné, mais il n'était pas moissonné, donc il était noir. Alors ça m'a ému beaucoup. Moi, j'ai plutôt du bonheur que de la fierté. Bonheur d'avoir côtoyé des gens de l'agriculture. Je trouve que l'agriculture est un milieu fabuleux, qui comporte des personnes extraordinaires. Et c'est pour moi un grand bonheur d'avoir pu circuler au travers de ma vie de double active, de ma vie d'engagée, de ma vie d'agricultrice. Et je continue aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une passion pour moi. D'ailleurs, certains copains se fichaient de moi en me disant que j'étais tombée dedans petite et que je crois que j'en sortirai jamais. Mais franchement, le milieu agricole et l'agriculture en général me passionnent. Parfait. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous, pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis? Voilà, alors là, j'ai cherché aussi, parce que je savais que tu me poserais la question. Est-ce que tu sais d'où vient le mot pyjama? Non. Ah, tu sais pas. Moi, je ne savais pas non plus, il a fallu que je cherche pour te piéger. Alors, le mot pyjama, eh bien, il s'inspire de l'ancien nom perse qui était Peyjama, alors avec un E seulement, hein, devant le Y il y avait un E, et c'était un mot qui voulait dire vêtements de nuit en chanvre. D'accord. Et du coup, c'est devenu pyjama. Mais tu vois, j'ai réfléchi et ce que je voulais, c'était aussi te dire quelque chose qui, d'ailleurs, tenait à cœur à mon mari, puisque en tant que premier président, lui, déjà dans les années 2010, on a créé, 2011, mais 2012, on commençait à penser à devoir trouver une deuxième transformation. Et lui, déjà à cette époque-là, pensait au tissu. Mais on ne pouvait pas tout faire. Bon, alors aujourd'hui, c'est dans l'air du temps de travailler le tissu en chanvre. Et demain, ce sera vraiment une option très intéressante, le chanvre, et avec des procédés de travail pour le textile qui permettront au chanvre d'être vraiment performant. Donc, je voulais te dire que tu vois, le pyjama vient déjà du chanvre. Magnifique. Et qu'au prochain rendez-vous de mode, on parlera chanvre pour les prochaines collections. C'est ça. À côté du lin, qui est aussi un bon tissu. Oui, super. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter si on a des questions sur ton activité, sur
sur ton parcours. Mon compte, voilà, je pensais quand même à minima à ça, mais tout le monde n'est pas sur Twitter. Mon compte Twitter, c'est @amnuitens, AMN en majuscule et le reste en minuscule. Mais merci beaucoup en tout cas pour ton accueil. C'était génial de découvrir cette plante pour le moins originale. Mais c'est moi qui te remercie parce que je trouve que tes podcasts sont très inspirants et ils me font toujours plaisir. Merci Anne-Marie, bonne journée. À toi aussi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.